Le village de Saint-Aubin-sur-Mer, sur la côte normande, semblait toujours être un lieu où rien de vraiment grave ne se produisait jamais. Un havre de paix, niché entre des falaises sculptées par le vent, des cafés aux portes étroites et une odeur persistante de sel. C'était le genre d'endroit où la vie s'écoulait avec une certaine prévisibilité, jusqu'à la disparition d'Élise Martin, l'après-midi du 17 juillet 2011, quelques heures seulement avant le mariage de sa sœur cadette, Camille. 14 ans plus tard, presque plus personne n'en parlait, presque. Mais à l'époque, la disparition d'Élise avait plongé les rues dans une panique silencieuse qu'aucun habitant n'oubliera jamais. Ce jour-là, les préparatifs du mariage battaient leur plein dans la cour du vieux château de la Mer, une demeure rénovée perchée au bord d'une falaise. On installait encore la décoration lorsque Luc Moreau, le photographe engagé, arriva, ses appareils en bandoulière, arborant la sérénité habituelle de celui qui avait déjà couvert des dizaines de mariages dans la région. Il ne connaissait pas très bien la famille Martin, juste assez pour savoir qu'Élise, l'aînée, serait l'un des témoins officiels à la mairie, un rôle important en France et impossible à remplacer au dernier moment. L'antagonisme principal commençait à se dessiner. D'un côté, Camille, la mariée, anxieuse et cherchant à tout maîtriser. De l'autre, le vide soudain laissé par Élise, un manque qui se creusait et menaçait d'engloutir toute la cérémonie. Personne ne comprenait pourquoi elle avait disparu comme ça. Cette femme était stable, méthodique, incapable de rompre un engagement sans explication. Ce comportement inattendu était perçu comme un affront à l'image que chacun avait d'elle. Luc, dont l'œil de photographe était habitué à percevoir ce que les autres ne voient pas, sentit immédiatement que quelque chose clochait. Non pas à cause de l'absence elle-même, mais à cause des réactions autour de lui. Geneviève, la mère des sœurs, arpentait la cour en rond, comme si elle allait s'évanouir. Louis, le marié, tentait de réconforter sa future épouse, mais conservait une raideur perceptible, comme s'il en savait plus qu'il ne le disait, et les invités, qui arrivaient encore, murmuraient déjà des spéculations. Luc, tout en ajustant la lumière pour photographier le bouquet, remarqua tous ces détails, pas de longs dialogues, juste des gestes, des expressions, des regards gênés qui en disaient plus long que des mots. L'atmosphère changea rapidement. Une petite équipe de policiers arriva discrètement, laissant présager que la disparition n'était pas considérée comme un simple retard. Luc observait la scène à distance, prenant des photos des décorations et des préparatifs, avec la sensation constante d'assister à un effondrement imminent. La tension montait à mesure que les minutes s'égrenaient. À 13h45, exactement 2 heures avant le début de la cérémonie, Camille perdit momentanément le contrôle d'elle-même. En déplaçant une table, elle renversa une rangée de verres, se coupa le doigt et tacha sa robe blanche d'une goutte de sang. Luc immortalisa l'instant sans intention artistique. Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, mais comprit que cette petite tache suffisait à symboliser la soudaine dégradation du jour parfait dont la mariée avait rêvé. La police a posé des questions rapides. La dernière personne à avoir vu Élise était une voisine qui l'a trouvée marchant vers la côte, un petit sac à dos noir à la main. « Elle semblait pressée », a déclaré la femme, mais en Normandie, la hâte n'était pas l'exception. Pourtant, la direction prise était déconcertante. Rien ne jalonnait ce chemin, seulement des falaises plongeant dans la mer. Pendant ce temps, Luc observait. Il n'avait pas à s'en mêler, mais cette confusion éveillait en lui une curiosité malsaine. Le regard de Louis, par exemple, fixe, figé, prisonnier de pensées qu'il se refusait à partager. Ou la façon abrupte dont Geneviève interrompait toute remarque concernant la relation d'Élise avec la famille. Ou même le fait que personne ne savait vraiment où elle allait à ce moment précis. À chaque nouveau détail, le photographe comprenait que cette disparition cachait bien plus que ce que quiconque voulait bien admettre. Et bien qu'il ne fût pas chercheur, il était observateur dans l'âme. Son travail reposait sur cette intuition, saisir ce que les autres ignoraient. Vers 14h10, le vent marin se leva. Le ciel se couvrit de lourds nuages, apportant avec eux une humidité glaciale qui transperçait les vêtements et les os.
Le temps semblait refléter l'angoisse grandissante au château. La cérémonie allait être annulée, mais Camille s'obstinait à attendre, comme si une foi intense pouvait ramener sa sœur. C'est alors que Luc, s'éloignant de la cour pour prendre des photos de la façade, découvrit un objet troublant près du portail latéral. Un fin bracelet en or orné d'un pendentif en forme d'étoile. Il se souvint aussitôt l'avoir vu au bras d'Élise, quelques heures plus tôt. Le bijou figurait sur une photo qu'il avait prise pendant les préparatifs, encore le matin. Le photographe ne dit rien. Il se contenta d'enregistrer l'information comme le font les professionnels habitués à observer avant d'agir. Il savait que cela avait une signification, mais il ne savait pas encore quoi faire de cette découverte. Il continua simplement à photographier, s'efforçant de rester concentré sur son travail. La journée s'achevait sans qu'Élise ne soit toujours pas retrouvée. La cérémonie fut annulée. La famille était rongée par une culpabilité silencieuse. Le village était plongé dans les spéculations. Et Luc, simple témoin de cette histoire, finit par conserver ses images et ses souvenirs, y compris le bracelet, comme on rassemble les pièces d'un puzzle incomplet. Pendant 14 ans, rien ne s'est produit qui puisse expliquer cette disparition, jusqu'à ce qu'un détail, une photo oubliée sur une vieille carte, refasse surface et change tout, révélant exactement où Élise s'était cachée tout ce temps. La Normandie a toujours porté en elle des strates d'histoire imprégnées dans le quotidien. À Saint-Aubin-sur-Mer, cela était encore plus évident. Les vieilles façades, avec leurs fenêtres étroites, racontaient l'histoire de générations ayant survécu aux guerres, aux tempêtes et à des disparitions restées sans réponse. 14 ans après la disparition d'Élise Martin, le poids silencieux de son absence planait encore sur le village, même si personne ne l'admettait. Pour Luc Moreau, le photographe, la vie avait suivi un tout autre rythme. Il s'était bâti une solide carrière en immortalisant mariages, remises de diplômes et fêtes de famille dans les petits villages de Normandie et de Bretagne. Il travaillait presque toujours seul, avec un matériel soigneusement entretenu et une routine méthodique qui le tenait constamment en déplacement. Mais chaque fois qu'il revenait à Saint-Aubin-sur-Mer, il ressentait une oppression dans la poitrine, un poids subtil, comme si quelque chose le ramenait à cette journée nuageuse de 2011. Le village, bien que petit, possédait une architecture singulière, des ruelles pavées étroites, des maisons de pierre aux toits d'ardoise et de vieilles boutiques aux enseignes, semblant avoir traversé les décennies sans être démenties. La mer, omniprésente, imprégnait les mœurs. Les habitants étaient réservés, attachés aux secrets de famille qui ne franchissaient jamais les murs de leur maison. Ce style culturel français, discret, réservé, presque obstinément soucieux de protéger la sphère privée, créait une atmosphère où une histoire comme celle d'Élise s'intégrait au tissu social sans jamais être dévoilée. La famille Martin, jadis bien connue au village, s'était dispersée au fil des ans. Geneviève, la matriarche, s'était installée à Rennes, portant en elle une tristesse qui vieillissait son regard chaque mois. Camille et son fiancé, Louis, ne se marièrent jamais. La disparition pesait lourdement sur leur relation, érodant la confiance qui les unissait. Louis partit pour Marseille, afin de refaire sa vie. Camille resta un temps à Saint-Aubin, puis finit par s'installer à Paris pour recommencer à zéro. Aucun des deux ne parlait d'Élise, ni entre eux, ni à personne d'autre. C'était comme si le souvenir avait été scellé par un pacte silencieux. Luc, en revanche, n'oubliait pas. Il avait conservé toutes les photos de ce jour-là dans un dossier séparé, à la fois numérique et physique, étiqueté simplement avec la date. Le bracelet, trouvé près du portail latéral du château, était rangé dans une petite boîte en bois, non par attachement sentimental, mais par instinct documentaire. Ce bijou semblait déplacé, comme un indice qui n'avait pas encore été correctement interprété. Au fil des ans, Luc a perfectionné son art d'observer sans intervenir. Il a développé un style photographique qui s'attache à saisir les petits gestes, des mains qui se frôlent, des regards fuyants, des expressions presque imperceptibles.
Cette sensibilité hors du commun lui a valu une certaine notoriété dans la région, l'amenant à travailler avec des personnes de tous horizons, des familles les plus traditionnelles aux plus discrètes et isolées. C'est lors d'un de ses projets, en 2025, que l'histoire a refait surface. Luc avait été engagé pour photographier la restauration du château de la Mer, qui faisait désormais office à la fois d'hôtel de charme et d'espace culturel. Le nouveau propriétaire, passionné d'histoire locale, lui avait demandé de consulter d'anciennes photos du village en vue d'une exposition. Encouragé par la possibilité de contextualiser le passé de la région, Luc décida de se plonger dans ses archives, y compris celles qu'il avait longtemps ignorées. En revoyant de vieilles photos du mariage qui n'avaient jamais eu lieu, elle remarqua des détails qui lui avaient paru insignifiants auparavant. Par exemple, la direction exacte du regard d'Élise sur les dernières photos prises ce matin-là, ou l'expression troublée de Louis, non seulement inquiet, mais tendu, comme s'il pressentait un événement tragique. Et puis, il y avait Geneviève, toujours à couper court aux conversations, toujours à se placer entre l'objectif et toute tentative de connexion émotionnelle. La culture française valorise l'intimité familiale. Et à l'époque, Luc n'avait rien remis en question. Mais 14 ans plus tard, il interpréta les gestes différemment. Il y avait de la peur dans les yeux de la matriarche, et non une simple inquiétude. Il y avait de la culpabilité, et pas seulement de l'angoisse. Cela n'apportait pas de solution immédiate au mystère, mais cela anéantissait l'idée qu'Élise avait simplement décidé de disparaître. Parallèlement, au fil des années, une meilleure connaissance du village permit à Luc de saisir des nuances qui lui avaient jusque-là échappé. Le sentier menant aux falaises, par exemple, était souvent évité par les anciens habitants, non par crainte de la mer, mais à cause de vieilles histoires de tunnels souterrains datant de la Seconde Guerre mondiale. Il racontait que certains de ces tunnels existaient encore, recouverts de végétation et laissés à l'abandon. Bien qu'officiellement ignorés par la mairie, ils faisaient l'objet de discussions à voix basse dans les bars du village. Luc commença aussi à remarquer des réactions étranges lorsque le nom d'Élise était mentionné. Un regard fuyant, un silence soudain, un changement de sujet. Cette culture du secret rendait la situation encore plus tendue. Le mystère ne tenait pas seulement à la disparition elle-même, mais aussi à la façon dont tout le village semblait, d'une certaine manière, complice de ce silence. Les personnages secondaires de l'histoire ont commencé à prendre de nouvelles dimensions. Le nouveau propriétaire du château, passionné d'histoire locale et bien trop curieux pour ceux qui y vivaient. La voisine qui prétendait voir Élise marcher vers la côte, toujours aux aguets, toujours à la fenêtre. D'anciens amis de la famille Martin qui ont évité les interviews et les commentaires publics. Chacune semblait receler un fragment de vérité, mais jamais suffisamment pour résoudre l'énigme. C'est dans ce cadre, parmi des rues silencieuses, des souvenirs inexprimés et des archives poussiéreuses, que l'histoire allait commencer à prendre de nouvelles directions. En ouvrant le dernier dossier de la vieille carte mémoire, Luc découvrit une série de photos dont il n'avait aucun souvenir. Il s'agissait d'images légèrement floues, prises cet après-midi de 2011, alors qu'il se promenait dans le couloir latéral du château. Au premier abord, il pensa à de simples erreurs techniques, des photos prises involontairement, l'appareil photo oscillant autour de son cou. Mais en agrandissant l'une d'elles, un détail attira son attention, une silhouette partiellement dissimulée derrière la porte de service du château. La silhouette était difficile à distinguer, mais la posture lui semblait familière. Le corps penché en avant, le bras à demi levé, comme si l'on tenait quelque chose près du visage. Un téléphone, peut-être? Luc n'en était pas certain, mais il y avait quelque chose de plus troublant. La silhouette n'était pas celle d'Élise, mais celle de quelqu'un qui semblait l'observer. Soudain, tous les éléments qui, pendant des années, n'avaient été que de vagues impressions, commencèrent à prendre forme. La disparition n'était pas un acte isolé, elle s'inscrivait dans un contexte plus vaste. Les jours suivants, tandis qu'il poursuivait la restauration des anciennes images, Luc commença à remarquer une étrange régularité. Sur certaines photographies,
Certains invités apparaissaient systématiquement en arrière-plan, toujours sous des angles qui suggéraient une surveillance. Cela aurait pu être une coïncidence, et l'aurait généralement été, si d'autres anomalies n'étaient pas apparues en parallèle. C'est alors qu'il découvrit une photo d'Élise, prise quelques minutes avant sa disparition. Elle regardait l'horizon, mais son expression n'était pas sereine. On sentait de la tension dans sa mâchoire et sa nuque, et lorsque Luc agrandit l'image, il remarqua un détail insignifiant pour un observateur non averti, une ombre derrière elle, se déplaçant vers le sentier menant aux falaises. Une ombre appartenant à quelqu'un de beaucoup plus grand qu'elle. Face à ces indices, la tranquillité de Luc commença à s'effriter. Quelque chose clochait depuis le début, non seulement avec la photo, mais avec tout le récit construit par la famille et les habitants. Il devait comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là, mais il savait que remuer un secret enfoui depuis 14 ans aurait des conséquences. Le premier obstacle venait de l'extérieur, les rumeurs. Le village était petit, et il suffit qu'un seul marchand voie Luc photographier à nouveau le château, pour que des versions déformées commencent à circuler. On disait qu'il réchauffait des histoires qui devraient rester oubliées. D'autres prétendaient que la famille Martin avait demandé à ne pas remuer le passé, et certains insinuaient que la disparition d'Élise avait été résolue, mais simplement passée sous silence. Ces réactions inattendues l'ont surpris. Il n'en avait parlé à personne. Comment alors tant de gens savaient-ils qu'il reprenait l'affaire? Le deuxième obstacle venait de l'intérieur même de la famille Martin. Lorsque Luc tenta de contacter Camille, il reçut une réponse évasive, presque agressive. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures. Mais le ton du message révélait bien plus qu'un simple malaise. Il semblait trahir une peur. Une peur qui faisait trembler sa voix au téléphone, comme si elle était observée ou sous pression. Luc en ressentit immédiatement le poids. Quelque chose se tramait, et Camille, sans même le dire explicitement, semblait le supplier d'arrêter. Mais il était trop tard. Chaque nouvelle photo analysée révélait un fragment disparate qui, peu à peu, dessinait un récit caché. Sur l'une des images, presque imperceptiblement, Luc découvrit un reflet dans la fenêtre du château, quelqu'un à l'extérieur, observant attentivement l'intérieur. Il mit l'image en évidence, l'agrandit, ajusta le contraste, tenta de l'éclaircir. Le résultat n'était pas net, mais il en disait assez. Louis, le fiancé de Camille, était là, à l'heure précise où il prétendait être à l'intérieur de la maison, en train d'aider à organiser les décorations. Ce n'était que le début de la contradiction. Luc commença à s'interroger sur des détails qui n'avaient jamais été examinés. Par exemple, pourquoi le voisin était-il si sûr de la direction prise par Élise ? Ou pourquoi la police avait-elle agi avec autant de discrétion, sans lancer de vastes recherches, comme si elle avait déjà été informée de quelque chose d'inaccessible au public? Chaque personne impliquée dans cette histoire semblait en donner une version peu convaincante, comme si elles avaient toutes reçu, à un moment donné, des instructions implicites sur ce qu'il fallait répéter. La situation prit une tournure inattendue lorsque Luc décida de retourner sur le sentier de la falaise. Il n'y était pas retourné depuis le jour de la disparition, non par peur, mais par respect pour le traumatisme émotionnel lié à cette situation. Le paysage avait changé, envahi par la végétation et ponctué de quelques aménagements municipaux. Mais, en marchant, il eut l'impression que les sons étaient étouffés, comme atténués. Une étrangeté naturelle régnait, comme si le vent évitait de souffler à cet endroit. C'est alors qu'il se heurta à ce qui allait être le troisième obstacle, et le plus inquiétant. Au début du sentier, dissimulé sous des buissons fraîchement coupés, se trouvait une plaque métallique rouillée et partiellement déplacée, portant un symbole estampillé, un aigle stylisé, identique aux marques familières des anciens bunkers allemands laissés dans la région pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les vieux tunnels mentionnés par les habitants n'étaient pas que des légendes.
Et si Élise n'avait pas tout simplement disparu? Et si j'étais descendu par là, volontairement ou par la force? Et si le village, pour une raison inconnue, décidait de garder le silence pendant des années? Alors qu'il examinait la plaque d'égout, Luc entendit des pas derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette qui s'éloignait rapidement, marchant le long du chemin vers la route. Elle avait une posture familière, un pas mesuré, comme quelqu'un qui observait sans vouloir être vu. Luc tenta de la rattraper, mais il glissa dans la boue et laissa passer sa chance. Ce qui le troublait le plus, c'était ce souvenir involontaire. Cette façon de marcher était extrêmement semblable à celle de Louis. À partir de ce moment, le conflit s'est intensifié. Il ne s'agissait plus seulement de trouver des indices, mais de comprendre pourquoi tant de personnes, pendant tant d'années, semblaient déterminées à garder la vérité enfouie. Luc, désormais profondément impliqué, réalisa qu'en continuant, il ne chercherait pas seulement des réponses concernant Élise, mais qu'il s'aventurerait en territoire où personne ne voulait le voir s'aventurer. Et chaque obstacle qui se dressait sur son chemin semblait le rapprocher un peu plus d'une révélation susceptible de détruire non seulement la famille Martin, mais aussi la mémoire même du village. Dans les jours qui suivirent la découverte du couvercle métallique et de la silhouette suspecte sur le sentier, Luc commença à ressentir une présence constante, comme s'il était observé par des yeux invisibles. Difficile à expliquer rationnellement, il ne croyait ni aux intuitions mystiques ni aux superstitions. Les photographes, par nature, apprennent à se fier davantage aux détails concrets qu'aux vagues sensations. Pourtant, cette atmosphère était différente. Les conversations s'interrompaient dès qu'il entrait dans un café, les portes se refermaient trop vite, les visages familiers détournaient le regard, l'air coupable. La première intrigue secondaire qui se dessina découlait précisément de ce comportement collectif. Lorsqu'il retourna à la boulangerie du quartier, un endroit où il avait photographié des familles entières des années auparavant, la propriétaire, Madame Lefebvre, d'ordinaire si aimable, le reçut froidement, presque durement. Lorsqu'il lui demanda nonchalamment si elle se souvenait de quelque chose du jour du mariage de Camille, elle pinça les lèvres et répondit « Il ne faut pas réveiller certains souvenirs, monsieur Moreau. Ce n'était pas simplement un avertissement, c'était un ton de peur, une peur qui semblait imprégnée jusque dans le cœur même du village. » La seconde intrigue secondaire surgit lorsque Luc décida d'enquêter auprès de sa voisine, Madame Roux, veuve et retraitée, qui prétendait avoir vu Élise marcher vers la côte ce jour-là. Elle portait toujours un foulard à fleurs sur la tête. C'était la voisine vigilante par excellence, connue pour observer l'activité de la rue depuis sa fenêtre. Mais lorsque Luc frappa à sa porte, elle l'accueillit avec un air épuisé. « Je n'aurais rien dû dire », murmura-t-elle, avant même qu'il ait pu expliquer le motif de sa visite. « À propos d'Élise » demanda-t-il, conservant un ton neutre. Elle détourna le regard, jouant nerveusement avec ses doigts, jusqu'à ce qu'elle finisse par murmurer « J'ai vu quelqu'un marcher dans la rue ce jour-là. Mais je ne peux pas garantir que c'était elle. J'ai dit ce qu'ils attendaient de moi. » « Mais qui s'y attendait ?» insista Luc. Madame Roux referma lentement la porte sans répondre. La conversation était terminée, mais ce qu'elle laissait entendre était plus révélateur que n'importe quelle réponse directe. Quelqu'un avait orchestré les événements depuis le début. La troisième intrigue secondaire résidait dans la découverte la plus inattendue, un document administratif caché. Lors de ses recherches à la mairie voisine, Luc est tombé sur le rapport original concernant la disparition d'Élise. Des pages entières étaient biffées à l'encre noire. Quelques mots, cependant, avaient échappé à la censure. Accès, structure souterraine, zone réglementée. Cela confirmait ce que la police n'avait jamais admis publiquement. Le sentier menant aux falaises n'était pas seulement dangereux. Il traversait une zone historiquement sensible où subsistaient des tunnels militaires. Si Élise était aperçue dans cette direction, l'enjeu dépassait largement le cadre d'une simple disparition volontaire. Alors que ces intrigues secondaires se déroulaient, une nouvelle urgence temporelle surgit de façon inattendue.
Le propriétaire actuel du château appela Luc et lui demanda de retirer immédiatement les anciennes photographies de l'exposition prévue. La demande était polie, mais trop ferme pour n'être qu'un simple changement d'avis artistique. Certaines images ne reflètent pas tout à fait l'ambiance que nous souhaitons donner à l'événement, expliqua-t-il. Mais Luc avait compris le sous-texte. Quelqu'un lui avait ordonné d'empêcher la projection. La pression s'intensifia lorsque Camille finit par rappeler. Elle parlait à voix basse, comme si elle craignait d'être écoutée. « Luc, s'il te plaît, arrête. Oublie ça. » Sa voix tremblait. « Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est dangereux. »« Dangereux pour qui ?» demanda-t-il. Silence. Puis, une simple phrase. « Pour nous tous. » La communication a été coupée. Cette simple phrase a déclenché un déclic. Il ne s'agissait plus d'une simple curiosité professionnelle. Le danger était réel, imminent. Une force invisible avait maintenu ce secret enfoui pendant 14 ans avec une détermination absolue. C'est alors que Luc décida de retourner vers la plaque métallique. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se trouvait devant lui. Cette fois, il prit des lampes de poche, des gants et un petit appareil photo portable. Le sentier était désert et le vent soufflait fort, charriant avec lui des odeurs de mer et de terre humide. Arrivé sur place, il remarqua que le couvercle avait de nouveau été déplacé, non pas comme auparavant, mais glissé plus délicatement, comme si quelqu'un l'avait ouvert récemment. Le cœur de Luc s'emballa. Il se pencha, éclaira l'ouverture et aperçut une échelle métallique descendant dans un étroit couloir. Avant de descendre, il entendit de lourds pas derrière lui. Il se retourna brusquement, mais le chemin était désert. Le silence était absolu. Il a décidé de descendre. Les parois du tunnel étaient en béton froid, couvertes de vieilles marques et de taches sombres dues à l'humidité. De vieilles caisses en bois étaient empilées contre le mur, vestiges d'équipements abandonnés. Il marcha une 50aine de mètres lorsqu'il remarqua quelque chose qui lui hérissa les cheveux. Des empreintes de pas récentes, imprimées dans la poussière accumulée au sol. Il y avait 2 empreintes différentes. Une plus petite, probablement féminine, l'autre plus grande, masculine. En les suivant, il fit une découverte inattendue, une empreinte de main dans le béton, comme si quelqu'un s'était appuyé là pour se relever. Et à côté de l'empreinte, coincé dans une fissure du mur, se trouvait un fragment de tissu rouge. Luc glissa le morceau de tissu dans sa poche, sans savoir exactement ce qu'il cherchait, mais pressentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Lorsqu'il refit surface, la nuit était déjà tombée sur la Normandie, et les lumières des villages brillaient au loin. La température avait chuté, et le vent semblait plus fort, presque hostile. Sur le chemin du retour, il aperçut une silhouette dans un virage. Era Louis. Il ne s'approcha pas, il ne dit rien. Il resta là, immobile, comme s'il avait été placé à cet endroit pour surveiller qui s'approchait des tunnels. Luc en a immédiatement ressenti l'impact. La surveillance n'était pas de la paranoïa. Elle était bien réelle. Et à partir de ce moment, l'intrigue a commencé à s'entremêler inévitablement, des intrigues secondaires se connectant à un même centre. La vérité sur Élise. Dès l'instant où Louis est apparu silencieusement sur la route, tel un pion sur un échiquier invisible, Luc a compris qu'il ne pouvait plus considérer son enquête comme un simple exercice de mémoire ou un projet photographique. Il y avait une intention, un contrôle et surtout une surveillance. La simple présence du costume de Louis, là, sans raison apparente, dressé dans l'obscurité tel un gardien, confirmait que quelqu'un, ou plusieurs personnes, ne voulaient pas que l'histoire d'Élise refasse surface. Louis ne fit aucun mouvement vers lui. Il ne posa aucune question. Il ne cria pas. Il resta là, immobile, telle une ombre patiente. Lorsque Luc détourna le regard un bref instant pour ranger l'appareil photo dans son sac à dos, Louis disparut.
aussi vite qu'il était apparu. De retour au village, Luc était en pleine effervescence. Il lui fallait organiser toutes ses découvertes. Le couvercle métallique, les tunnels, les empreintes fraîches, le fragment de tissu rouge, l'étrange comportement de Camille, les contradictions des voisins, les documents censurés de la mairie. C'était une mosaïque de fragments qui, pris séparément, semblaient incohérents, mais qui, ensemble, révélaient quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancien et précieusement protégé. Elle décida alors de reconstituer le déroulement précis de la matinée de la disparition d'Élise. Pour ce faire, elle appela d'anciens invités au mariage, même ceux avec qui elle n'avait pas de lien particulier. Nombreux furent ceux qui acceptèrent de l'aider, mais leurs souvenirs étaient flous, effacés par le temps. Pourtant, quelques détails commencèrent à émerger. Camille et Élise avaient eu une violente dispute, selon une cousine qui prétendait avoir entendu des cris étouffés à l'étage. Un jeune client, aujourd'hui adulte, a raconté avoir vu 2 employés du château descendre vers les pistes, portant des caisses. Une invitée âgée, qui était restée silencieuse ce jour-là, a révélé qu'elle s'était réveillée en entendant des bruits métalliques dans le jardin, un son qu'elle a identifié comme celui de quelque chose de lourd que l'on traîne. Aucune de ces informations n'a été incluse dans le rapport officiel. En recoupant ces données, Luc réalisa quelque chose d'inquiétant. Tout avait été délibérément omis. La question qui importait vraiment désormais n'était plus « Pourquoi Élise a-t-elle disparu ?», mais plutôt « Qui a profité de sa disparition ?» Et pourquoi tant de gens, pendant si longtemps, ont fait tant d'efforts pour garder le silence? Le lendemain matin, il retourna au château. Il souhaitait vérifier s'il existait des archives d'anciens employés, des plans de la propriété ou tout document permettant de relier le bâtiment au tunnel souterrain. Cependant, à son arrivée, il fut accueilli non par le propriétaire actuel, mais par un avocat qui l'interpella avant même qu'il n'ait posé le pied dans l'escalier. « Monsieur Moreau, au nom de la direction du château de Lisette, je vous prie de cesser immédiatement toute enquête relative aux événements survenus dans la propriété au cours de l'année en question. »« Enquêter ?» répondit Luc d'une voix calme. « Je suis seulement revenu pour vérifier des informations historiques sur l'architecture. » L'avocat ajusta ses lunettes, impassible. La direction préfère qu'il n'y ait pas de nouvelles consultations. Ce dossier est clos. Luc sourit, mais il ressentait intérieurement la portée de ces mots. Quelqu'un orchestrait les barrières avec une habileté consommée. Il n'avait plus aucun doute. La vérité était bien vivante, palpitante dans l'ombre de cette région. Il partit sans protester, mais convaincu qu'il lui fallait une autre approche. C'est alors qu'il se souvint de quelqu'un qu'on n'avait jamais écouté. L'ancien concierge. C'était un homme discret, retraité depuis des années, qui vivait dans une petite maison à 40 minutes du village. Luc retrouva l'adresse grâce à de vieilles photos où il apparaissait en arrière-plan. Il passa une partie de l'après-midi à sillonner les routes de campagne jusqu'à arriver devant une maison modeste, aux petites fenêtres et au jardin laissé à l'abandon. Le concierge, Henri Dubois, était un homme maigre, au teint buriné et à l'air fatigué. Lorsqu'il apprit la nouvelle du mariage, son regard ne trahit aucune surprise, mais plutôt une lassitude ancienne et profonde. « Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à s'en mêler », murmura-t-il en allumant sa pipe. « Personne n'aurait dû descendre là-bas. » Cette phrase a frappé Luc comme un coup de poing. « Où ça ?» demanda-t-il en se penchant en avant. Henri hésita, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'écouter à travers les murs. « Bah, ces tunnels, personne n'était censé y entrer, ils ont été scellés pour une raison. »« Et Élise ?» insista Luc en baissant la voix. Henri tira une bouffée de sa pipe, expirant lentement la fumée. « Elle n'aurait pas dû y aller seule, personne ne devrait. » Et après un long silence, « Mais elle n'a pas été emmenée, elle, est descendue de son plein gré. » Luc déglutit difficilement. « Comment le sais-tu » Henri le fixa, les yeux légèrement humides. « Parce que je l'ai vue. J'étais là. »« Je l'ai vue entrer, » dit-il finalement. « Mais elle n'était pas seule, et ce qui s'est passé ensuite, les autres ont décidé qu'il valait mieux effacer la vérité. » « Les autres, qui ?» Le vieil homme se retint de répondre.
Son corps tremblait, non de froid, mais de peur. « Je ne peux rien dire de plus, j'en ai déjà trop dit, » murmura-t-il. « Ils sauront que vous êtes venu ici. » Ce sentiment d'être observé, désormais confirmé par Henri, transforma cette énigme en quelque chose de plus complexe. Luc prit congé rapidement, craignant de compromettre le vieil homme. Mais avant de partir, Henri lui serra le bras et murmura « La vérité ne réside pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ont choisi d'enfouir. » Sur le chemin du retour vers le village, le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances dorées et roses. La beauté du paysage contrastait fortement avec le poids croissant de l'enquête. Puis, au détour d'un virage, il aperçut dans son rétroviseur quelque chose qui le glaça d'effroi. Une voiture noire le suivait depuis la maison d'Henri. Elle n'a pas accéléré, elle n'a pas ralenti, elle a simplement continué, constant, stable, à une distance calculée. La surveillance n'était plus subtile, elle était flagrante. Luc comprit. Il était plus proche de la vérité qu'il ne l'avait jamais été. Et c'est précisément pour cela qu'il voulait l'arrêter maintenant. La voiture noire resta derrière Luc tout le long du trajet du retour au village. Elle ne le dépassa pas, ne s'approcha pas trop, ne fit aucune manœuvre agressive. Mais sa simple présence, immuable et silencieuse, suffisait à comprimer l'air à l'intérieur de la voiture de Luc, lui donnant l'impression que chaque respiration était surveillée. La lumière de fin d'après-midi déclinait et le crépuscule approchait, transformant le rétroviseur en un miroir trouble où la silhouette du véhicule poursuivant devenait une tache sombre et menaçante. Arrivé enfin au centre du village, il décida de se garer près de la vieille église, un endroit toujours très fréquenté par les touristes pensant y être plus en sécurité. La voiture noire ralentit, s'arrêta quelques mètres derrière lui, puis repartit, disparaissant peu après au détour d'un virage étroit menant à la rivière. Luc s'efforçait de contrôler sa respiration. Il sentait que quelque chose allait se briser, comme si son enquête avait franchi une frontière tacite, une ligne invisible séparant le souvenir inoffensif du passé et la vérité dangereuse du présent. Ce soir-là, il décida de ne pas retourner à l'hôtel. Il pensa qu'il valait mieux se mêler aux habitants, éviter les sentiers battus et flâner dans les ruelles. Assis dans un petit bistrot, il tenta de digérer les événements, et pour la première fois, comprit que le comportement général du village était profondément illusoire. Chacun semblait en savoir plus qu'il n'en laissait paraître. Tous arboraient un regard oscillant entre culpabilité et peur. Il ouvrit son ordinateur portable et relut ses notes. Chaque nouveau détail fourni par Henri venait modifier la configuration du puzzle. Le point le plus troublant était simple et évident. Élise n'avait pas été enlevée. Elle était entrée volontairement dans les tunnels. Mais elle n'était pas seule. Ça a tout changé. Si elle a choisi de descendre, c'est qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui l'attendait là-bas. Et s'il y avait une deuxième personne, quelqu'un qui n'a jamais été mentionné dans la version officielle, alors le récit public, la version des journaux et de la police, n'était pas seulement incomplet. Il était entièrement fabriqué de toutes pièces. Luc devait reparler à Camille. Sa réaction au téléphone, les tremblements, la supplique désespérée pour qu'il arrête, prenaient désormais tout son sens. Elle savait qu'Élise était allée au tunnel de son plein gré. Elle savait avec qui. Elle savait pourquoi. Et de toute évidence, toute sa vie après le mariage reposait sur les fondations fragiles, instables et silencieuses de ce secret. Lorsqu'il quitta le bistrot, il faisait déjà nuit. Les rues étaient mal éclairées et le vent faisait vaciller et craquer les enseignes. Il décida de se rendre sur la place principale, d'où il pourrait mieux observer l'activité environnante. Il marcha lentement, analysant chaque vitrine, chaque ombre, chaque voiture garée. Et c'est alors qu'il aperçut quelqu'un qui l'attendait, Louis. Appuyé contre un banc en bois, les bras croisés, le visage impassible, il n'avait pas l'air agressif. Pourtant, sa présence n'était certainement pas fortuite. Lorsque Luc s'approcha, il parla sans détour. « Vous êtes allé trop loin », Luc répondit fermement, malgré son cœur qui battait la chamade. « Je n'ai pas encore atteint le niveau que je devais atteindre. » Louis soupira comme s'il était profondément épuisé et baissa les yeux avant de relever à nouveau le regard.
Tu ne comprends pas. Personne ne veut te faire de mal. Mais certaines choses doivent rester enfouies. Enterrées comme les tunnels, rétorqua Luc, observant attentivement sa réaction. L'effet fut immédiat. Louis pâlit légèrement, comme s'il avait reçu un coup invisible. « Qui vous a parlé de ça? Je les ai vus. Alors je suis descendu, » répondit Luc. « J'ai trouvé des empreintes. L'une d'elles appartenait probablement à Élise. » Louis recula de 2 pas, visiblement secoué. « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Alors dis-moi ce qui s'est passé, » insista Luc. « Tu le sais mieux que quiconque. » Un instant, l'homme sembla sur le point de céder, mais son regard se durcit. « Je ne peux pas. Il ne s'agit pas seulement de moi, » murmura-t-elle. « D'autres personnes sont impliquées, des personnes que tu ne veux pas affronter. » Luc comprit qu'il ne pourrait rien lui soutirer de plus ce soir-là. Louis se détourna et s'éloigna rapidement dans une rue adjacente, disparaissant en quelques secondes, tel un spectre dispersé par l'obscurité. Il ne restait plus que Camille. Déterminé, Luc se rendit chez elle. C'était une maison charmante, avec des fenêtres blanches et des vases de lavande. Il frappa 3 fois à la porte. Silence. Il réessaya. Soudain, il aperçut le rideau de l'étage bouger. Camille l'observait, caché derrière le tissu, les yeux grands ouverts, anxieux, presque suppliant. Il leva la main dans un geste paisible. Elle est descendue. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle était pâle, avec de profondes cernes sous les yeux et les mains tremblantes. « Tu dois arrêter, » dit-elle avant même qu'il ait pu dire un mot. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je sais que vous connaissez la vérité, » répondit-il, « et qu'elle vous ronge depuis 14 ans. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Camille prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à plonger dans un lac glacé. « Je ne peux pas vous le dire, » murmura-t-il d'une voix presque imperceptible, « mais je peux vous montrer quelque chose. » Elle se retourna et l'invita à entrer. La maison était silencieuse, trop ordonnée, comme maintenue en état de préparation permanent pour recevoir quelqu'un qui ne viendrait jamais. Camille s'approcha d'un tiroir fermé à clé, en sortit un petit trousseau de clés et en tira une enveloppe jaunie et scellée sur laquelle était inscrit le nom « Élise » à la main. « Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir, » a-t-elle dit. Elle me l'a laissé quelques heures seulement avant le mariage. Luc sentit tout son corps trembler. Camille lui mit l'enveloppe dans les mains. « Si vous voulez vraiment connaître la vérité, la voici. »« Et toi ?» demanda Luc. « Oh, tu veux savoir ?» Elle secoua la tête en pleurant en silence. « Non, je ne peux pas. » Luc regarda l'enveloppe. Le papier semblait peser 1 tonne. L'écriture d'Élise, ferme et élégante, semblait l'observer à travers ses traits. L'enveloppe contenait la vérité, et l'ouvrir signifierait réveiller tout ce qui avait été soigneusement maintenu en sommeil pendant plus d'1 décennie. Luc prit une profonde inspiration, et le sceau fut brisé. Dans l'enveloppe se trouvait une simple feuille de papier, pliée en 3, usée par le temps. Le papier exhalait une légère odeur de vieux souvenirs, poussière et peut-être regret. Luc la déplia avec précaution, comme si le moindre mouvement brusque pouvait effacer les mots qu'Élise avait écrits la veille de sa disparition. L'écriture était ferme, légèrement inclinée, mais portait de subtiles marques d'hésitation, comme si elle avait été écrite à la hâte ou par peur. « Camille, si quelque chose tourne mal, ne laissez personne me contacter. Je ne me perdrai pas. Je vais au seul endroit où j'ai encore le choix. Pardonne-moi. » C'est tout. Rien de plus. Aucune explication, aucun nom, aucune indication sur ses intentions. Juste une phrase énigmatique qui soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Luc regarda Camille, qui gardait les bras croisés, comme si elle avait besoin de se soutenir pour ne pas s'effondrer. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Pendant des années, » murmura-t-elle, « j'ai voulu croire que ce n'était qu'un mot écrit dans la confusion, un geste impulsif. Mais maintenant je comprends qu'il y avait quelque chose de plus important, quelque chose qu'elle craignait déjà avant de disparaître. » Luc a scellé l'enveloppe et l'a remise sur la table. Elle n'est pas partie par accident. Elle n'a pas fui sur un coup de tête. Elle l'avait planifié. Oui,
murmura Camille, la voix étranglée par l'émotion. Mais je ne savais pas que d'autres personnes étaient impliquées. Quelles personnes? Je ne sais pas, répondit-il en prenant une profonde inspiration. Mais je sais qui pourrait le savoir. Cette phrase a tout changé. Elle s'approcha de la bibliothèque et prit une petite boîte en bois. De l'intérieur, elle sortit une vieille carte légèrement froissée. Il était très proche d'elle, plus que je ne l'imaginais. Ils se parlaient en secret, s'écrivaient. Je croyais que c'était juste de l'amitié. Mais maintenant, je comprends qu'Élise cherchait peut-être à obtenir de l'aide. Luc examina la carte. Un nom était écrit à l'encre noire, Dr Adrien Marchand, Archives municipales et Institut historique de Paris. Il était le seul à ne pas avoir participé aux interviews à l'époque, a déclaré Camille. Je suis sûr qu'Élise l'a contacté quelques jours avant le mariage. Luc sentit une vague d'énergie le parcourir. Un indice clair et concret, enfin. Après tant de blocages, de murs de silence et de récits obscurs, voici enfin quelqu'un qui pouvait lui apporter des réponses. « Avez-vous son adresse actuelle » a-t-il demandé. « Il a déménagé dans un quartier près de Lyon, je crois. Il m'a envoyé une carte postale il y a des années pour savoir si je voulais parler d'Élise. Je l'ai ignorée à l'époque. Avez-vous cette carte postale ?» Elle hocha la tête. Il fouilla dans un tiroir et tendit à Luc une carte décolorée représentant la Saône. Au verso, une écriture soignée. « Camille, je suis à votre disposition. Il existe des vérités qui n'ont jamais été révélées. À Marchand, ci-dessous figure une adresse résidentielle. » Luc conservait la carte comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Je dois lui parler, » a-t-il dit. Camille retint son souffle, comme tiraillé entre soulagement et panique. « Luc, je ne sais pas si cela apportera la paix ou détruira tout ce que tu crois savoir. La vérité détruit toujours quelque chose, a-t-il répondu. Mais c'est mieux que de vivre dans l'ignorance. Elle hocha lentement la tête. Si vous y allez, faites attention. Ils ne voudront pas que vous le découvriez. Eux, qui sont-ils? Je n'en suis pas tout à fait sûr, murmura-t-il. Mais Louis, il le sait. Et s'il a peur, c'est parce que c'est trop important pour nous tous. » Luc la remercia, rangea l'enveloppe d'Élise et partit. La rue était froide. Le brouillard commençait à se former et les lumières de la ville créaient des halos jaunâtres qui semblaient orbiter silencieusement dans l'air humide. Pour la première fois depuis son arrivée au village, Luc ne se sentait plus seulement perdu. Il avait un but. Un fil conducteur le guidant hors du labyrinthe des rumeurs vers la vérité. Mais ce fil était fragile, et plus je tirais, plus je me rendais compte que toute la structure était sur le point de s'effondrer. Le lendemain matin, Luc se réveilla tôt, les paroles d'Élise résonnant encore dans sa tête. « Je vais au seul endroit où j'ai encore le choix. » C'était quel endroit? Il passa mentalement en revue tout ce qu'il savait d'elle. Engagé dans des causes sociales, impliqué dans des groupes d'études sur les politiques de préservation du patrimoine historique, fasciné par les tunnels et les structures souterraines qui s'étendaient sous différentes villes de France. Mais il y avait un autre détail qui jusque-là semblait insignifiant. Élise nourrissait une immense méfiance envers les institutions, quelles qu'elles soient, la police, le gouvernement, les puissantes entreprises privées. Elle disait toujours qu'une vérité enfouie est toujours le fruit du choix de quelqu'un. Maintenant, tout s'éclairait. Elle n'a pas simplement disparu, elle a choisi de disparaître, et quelqu'un l'a aidée. Luc quitta rapidement l'hôtel, n'emportant que l'essentiel. Il ne voulait pas attirer l'attention. Il appela un taxi pour la gare la plus proche et acheta un billet pour Lyon. Le train partirait dans 20 minutes. En attendant sur le quai, il observait les visages autour de lui. Un sentiment troublant d'être épié persistait, comme si des yeux invisibles analysaient chacun de ses mouvements. Était-ce de la paranoïa ou était-il réellement suivi depuis sa descente dans les tunnels? Dans le train, enfin assis, il prit une profonde inspiration et laissa ses pensées s'organiser. Les phrases de Camille et Henri s'entremêlaient dans son esprit, comme les fragments d'une mosaïque sur le point de s'assembler. L'entrée volontaire d'Élise dans les tunnels.
la présence d'une autre personne. La voiture noire le suivait. Louis a déclaré que certaines choses doivent rester enterrées. Le chercheur Dr Marchand, qui connaissait des vérités qui n'avaient jamais été révélées. Un lien évident reliait tous ces points, mais le tableau d'ensemble leur échappait encore. Alors que le train traversait le paysage rural, Luc ressentit quelque chose d'inattendu. Il était en train de changer. Il n'était pas simplement un photographe à la recherche d'une histoire. Il avait franchi la limite du confort, de la peur, et avançait désormais avec la fermeté de celui qui sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le chemin tracé par Élise le transformait de l'intérieur, plus audacieux, plus attentif, plus motivé. Et cela l'a moins effrayé que cela n'aurait dû l'être. Lorsque le train s'est finalement arrêté en gare de Lyon-Perrache, l'air semblait plus lourd, mais aussi plus chargé de possibilités. Luc descendit d'un pas assuré. L'adresse figurant sur la carte postale n'était pas loin de là. Il était temps de trouver l'homme capable de régler tous les problèmes en suspens. Et peut-être, pour la première fois, affronter ce qui est réellement arrivé à Élise. Le quartier lyonnais où Luc se rendait était composé de rues tranquilles, de vieux immeubles aux façades beiges et aux hautes fenêtres. C'était un endroit comme figé dans le temps, où chaque bruit résonnait plus fort qu'il ne le devrait. Il marcha jusqu'à l'adresse indiquée sur la carte postale, un immeuble étroit de 3 étages, avec des balcons en fer forgé et des plantes desséchées par le froid. La sonnette, marquée « A. Marchand », était usée, presque illisible. Luc appuya dessus. Aucun son ne sortit. Il attendit. Il appuya de nouveau. Silence absolu. Un instant, il crut être arrivé trop tard. Mais soudain, il entendit des pas lents et traînants, puis le bruit d'une chaîne qu'on tirait. La porte s'entr'ouvrit, laissant entrevoir un regard scrutateur derrière d'épaisses lunettes. « Puis-je vous aider ?» demanda l'homme d'une voix basse et prudente. Luc prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Luc Morel. Je dois vous parler d'Élise Beaumont. » Les yeux derrière les lunettes s'écarquillèrent. Une réaction rapide, presque imperceptible, mais que Luc remarqua. Il y eut un moment d'hésitation, une analyse silencieuse, puis l'homme ouvrit complètement la porte. « Entrez !» Adrien Marchand avait l'air d'un homme qui vivait seul depuis trop longtemps. Son appartement était encombré de livres, de boîtes d'archives, de cartes accrochées au mur et de photographies aériennes de différentes régions de France. Il y avait des tasses vides, des piles de papier et une odeur de vieille poussière mêlée à celle du café froid. Luc suivit l'homme jusqu'à une table recouverte de documents. « Personne n'a prononcé ce nom ici depuis 14 ans, dit Marchand en le regardant par-dessus ses lunettes. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que j'ai trouvé des preuves que l'histoire racontée à l'époque n'est pas vraie, répondit Luc. Et parce qu'elle a laissé quelque chose à Camille, quelque chose qui prouve que sa disparition était préméditée. » Marchand prit une profonde inspiration, comme s'il pouvait enfin se libérer d'un poids qu'il portait depuis des années. « Je savais que ce jour viendrait. » Il se leva, se dirigea vers une étagère et en sortit un dossier marron, rempli de notes soigneusement classées. Quand Élise m'a contacté, ce n'était pas par hasard. Elle avait peur, mais elle était déterminée. Elle voulait en savoir plus sur le lieu du mariage, sur le terrain, la propriété, le sous-sol. Luc plissa les yeux. Les tunnels ? Marchand acquiesça. Mais il n'y avait pas que les tunnels. Le village était impliqué dans quelque chose de bien plus vaste, une opération secrète et discrète menée par des personnalités influentes de la région, des personnes qui ne souhaitaient aucun témoin. Luc sentit son estomac se nouer. Qu'y avait-il là-dessous ? Marchand l'observa pendant de longues secondes, comme pour évaluer s'il était prêt à écouter. Entreposage illégal. Documents, objets historiques, des biens qui devraient appartenir à l'État, mais qui étaient détournés vers des collections privées. Élise l'a découvert par hasard. Luc resta immobile. Elle est descendue dans les tunnels le jour de son mariage. « Oui », confirma Marchand. Et elle n'était pas seule. Elle m'a demandé de l'aide quelques jours auparavant, mais j'ai été trop lâche. J'ai refusé de l'accompagner. Je pensais que ce ne serait qu'une enquête superficielle. Quand j'ai appris sa disparition, j'ai compris mon erreur. « Avait-elle des preuves ?» demanda Luc. « Elle les avait,
et elle avait fait confiance à quelqu'un pour les garder en sécurité. Luc repensa aussitôt à toutes les personnes qu'il avait rencontrées depuis son arrivée au village. Camille, Henri, Louis, même le maire, n'importe lequel d'entre eux aurait pu être impliqué. Mais personne ne semblait plus énigmatique que Louis. Marchand haussa les sourcils comme s'il s'agissait d'un nom qu'il s'attendait à entendre de la bouche de Luc. « C'est Louis qui l'a accompagné jusqu'à l'entrée du tunnel », dit-il d'un ton glacial. « Mais vous ne l'avez jamais dit à la police, et vous ne leur avez jamais dit que vous étiez la dernière personne à l'avoir vue vivante. » Luc ressentit l'impact de cette révélation comme un coup de poing dans l'estomac. Il a dit qu'il ne pouvait pas parler, parce qu'il ne se protégeait pas seulement lui-même, expliqua Marchand. Il protégeait tout le réseau qui opérait là-bas. Luc passa une main sur son visage, essayant d'absorber toutes les informations. Alors Élise a disparu parce que elle en a trop découvert. Marchand hésita. Et ce n'est pas tout. Elle ne faisait plus confiance à personne. Elle pensait qu'on la réduirait au silence. Et c'est pour ça qu'elle m'a laissé ça. Il tendit à Luc une petite clé USB noire, simple et sans inscription. Elle me l'a envoyée la veille du mariage, en me demandant de le garder jusqu'à ce que la vérité trouve quelqu'un d'assez courageux pour la chercher. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Luc tenait l'objet, le sentant aussi lourd que du plomb. Et maintenant, vous me confiez ça, pourquoi ? Parce que tu es déjà allé trop loin, et parce que, si ce n'est pas toi, personne d'autre n'essaiera. Le village est silencieux. La police a été corrompue, la presse a été manipulée, mais toi, quelque chose en toi me rappelle Élise. Luc déglutit difficilement. Il ne s'était jamais senti aussi proche d'elle. Une femme qu'il n'avait jamais rencontrée de son vivant, mais dont l'héritage semblait le guider comme une main invisible. Marchand posa la main sur son épaule. Lorsque vous ouvrirez ce document, vous aurez deux options. Le suivre jusqu'au bout ou abandonner maintenant. Et croyez-moi, abandonner reste une option raisonnable. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour abandonner, répondit Luc avec une fermeté qui le surprit lui-même. Marchand sourit tristement. Alors, faites attention. Car s'ils sont encore dans les parages, c'est qu'ils savent déjà que vous vous approchez trop. Luc glissa la clé USB dans la poche intérieure de sa veste et remercia Dieu. En quittant le bâtiment, il sentit le vent froid lui fouetter le visage, avec la nette impression que toute la ville l'observait. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du point culminant, et en même temps, il y avait des gens qui ne reculeraient devant rien pour l'empêcher de tout révéler. Luc retourna au village, la clé USB pesant comme un cheveu dans sa veste, telle une relique radioactive. Chaque personne croisée dans la rue semblait détenir un secret, être au courant de quelque chose ou l'observer avec une attention excessive. L'atmosphère était tendue, pesante. L'impression d'être épié ne l'avait pas quitté depuis son départ de l'appartement de Marchand. Dès son arrivée chez Camille, il la trouva assise à table, son ordinateur portable ouvert et les yeux rouges. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Comment était Lyon ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Luc ferma la porte en prenant soin de la verrouiller, plus révélateur que je ne l'imaginais. Il sortit la clé USB de sa poche et la posa sur la table. Camille regarda l'objet comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. Qu'est-ce que c'est ? Preuve ! Information laissée par Élise avant sa disparition. Le nom du photographe fit déglutir Camille difficilement. Elle prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Alors, on l'ouvre. Luc hésita un instant, se souvenant de l'avertissement de Marchand. Si vous ouvrez ceci, il n'y a pas de retour en arrière. Mais il était déjà trop loin pour faire demi-tour. Il a connecté la clé USB à l'ordinateur portable. L'appareil hésita quelques secondes, comme s'il se demandait s'il devait obéir. Puis, un seul dossier apparut, D23. À l'intérieur, il y avait 3 fichiers, une vidéo, une carte du métro et un dossier au format PDF. « Lance la vidéo d'abord », demanda Camille, la voix tremblante. Luc appuya sur lecture. L'image montrait Élise, se filmant dans une pièce faiblement éclairée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon hâtif et son visage exprimait la fatigue, mais son regard restait fixe et déterminé. « Si vous voyez ceci, commença-t-elle, cela signifie que je n'ai pas pu revenir.
Camille porta sa main à sa bouche pour étouffer un sanglot. J'ai découvert quelque chose dans le village, quelque chose de dangereux. Il cachait des artefacts, des documents et des objets historiques détournés des musées et des archives nationales. Et ils utilisent les tunnels pour tout transporter sans laisser de traces. Elle prit une profonde inspiration. J'ai la preuve que des personnes influentes sont impliquées. Elles voudront me faire taire. Je vous demande de tout transmettre aux autorités compétentes. Ne faites confiance à personne ici, à personne. L'enregistrement tremblait tandis qu'un bruit lointain résonnait en arrière-plan. Ils arrivent. Je dois y aller. L'écran est devenu noir. Camille pleurait en silence. Luc restait immobile, un frisson lui parcourant l'échine. Elle le savait, murmura Camille. Elle savait qu'elle ne partirait pas. Luc ferma la vidéo et ouvrit la carte numérique. Elle était détaillée, précise. Elle montrait les tunnels sous l'ancienne propriété où le mariage devait avoir lieu, indiquant les chambres, les points d'accès, les issues de secours et les entrées souterraines camouflées. Elle a vraiment fait une enquête approfondie, a déclaré Luc. Le troisième fichier, le dossier, était encore plus accablant. Il contenait des photos de documents volés, des descriptions d'artefacts archéologiques, des listes avec les noms des personnes impliquées, notamment Louis Besson. Luc sentit le sang se glacer. « Louis », répéta Camille, incrédule. Mais lui, c'était son ami. Il a été le dernier à la voir vivante, murmura Luc. Et il ne l'a jamais dit à personne. Ils se regardèrent, suffocants, sous le poids de la découverte. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. 3 temps fermes et espacés. Très calme, les yeux de Camille s'écarquillèrent. Nous n'attendions personne. « Restez derrière moi !» dit Luc à voix basse. Il s'approcha silencieusement de la porte et jeta un coup d'œil par le judas. Louis, immobile, les mains dans les poches, le regard impassible. Luc sentit son cœur s'emballer. « Il le sait !» murmura-t-elle. La porte claqua de nouveau. « Luc, Camille, je sais que vous êtes là. Il faut qu'on parle. » La voix de Louis était trop calme, ce qui la rendait encore plus effrayante. Camille attrapa le bras de Luc. « Que allons-nous faire ?» Luc réfléchit rapidement. Il avait 2 options. Ouvrir la porte et confronter Louis, s'échapper par la sortie de derrière et se diriger directement vers les tunnels, où il pourrait trouver les preuves matérielles restantes. Il a choisi le deuxième. « Prenez l'ordinateur portable », ordonna-t-il. « Passons par derrière. » Camille obéit. Luc éteignit la lumière et tous deux se dirigèrent silencieusement vers la cuisine. Avant de partir, il entendit une dernière fois la voix de Louis. « Tu n'aurais pas dû toucher à ça. » Ils s'échappèrent par la porte de derrière et dévalèrent l'étroite ruelle jusqu'à la propriété. Le ciel était couvert, la lune cachée et le vent glacial soufflait comme des lames de rasoir. « On entre ?» demanda Camille, essoufflée. « Oui, Élise est entrée ici. Prenons le même chemin. » Grâce à la carte sur la clé USB, ils repérèrent l'entrée camouflée parmi les rochers, partiellement dissimulée par des racines et des feuilles. Luc souleva le couvercle métallique rouillé, révélant un escalier qui descendait dans l'obscurité la plus totale. « Je vais commencer, » dit Luc. Il descendit les marches, tandis que Camille éclairait l'espace avec son téléphone portable. Lorsqu'elle entra à son tour, il referma le couvercle au-dessus d'eux. L'obscurité était dense, humide et imprégnée d'une forte odeur métallique. « Luc, » murmura Camille, « je n'aime pas cet endroit. » « Moi non plus, mais nous trouverons ce dont nous avons besoin. » Ils suivirent l'étroit tunnel, guidés par la carte et les marques qu'Élise avait laissées sur les murs. Des flèches dessinées à la craie blanche, des traces d'usure récentes sur la pierre, de petits signes que seul un observateur attentif remarquerait. Lorsqu'ils atteignirent la première salle, ils virent des caisses en bois empilées et recouvertes d'épaisses bâches. Luc souleva la plus grande et y découvrit des objets anciens. Des sculptures, des manuscrits, des fragments archéologiques étiquetés avec les codes des musées nationaux. Oh mon Dieu! Camille porta la main à son visage. Tout ce qu'elle a dit était vrai. Luc a tout photographié, documentant rapidement chaque détail. Il s'apprêtait à ouvrir une autre boîte lorsqu'il a entendu des pas. Des bruits de pas résonnent à l'intérieur des tunnels. Camille se figea.
Ne me dites pas que c'est lui, murmura Luc. Une lanterne apparut au loin, se déplaçant rapidement. Louis arrivait. Luc a saisi la main de Camille. Corps! Ils filèrent à toute allure dans le tunnel, empruntant des couloirs, descendant des rampes, se repérant grâce à la carte, tandis que l'écho des pas de Louis se rapprochait inexorablement. C'était comme s'ils connaissaient l'endroit mieux qu'eux. Ils arrivèrent à la dernière salle, marquée d'un cercle rouge sur la carte. La salle où, selon le dossier, Élise avait trouvé quelque chose qui a tout changé. Luc entra, essoufflé, et son cœur s'emballa lorsqu'il vit ce qui se trouvait au centre de la pièce. Un appareil photo cassé, avec un objectif brisé, l'appareil photo d'Élise. Et à côté d'elle, un mouchoir blanc taché de poussière et de saleté. Camille sanglotait. Elle était là, c'est là que... Mais avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la voix de Louis résonna derrière eux. « C'est fini, Luc. » Ils se retournèrent lentement. Louis se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant la seule issue, brandissant sa lampe torche comme une arme improvisée. Son visage était grave, mais pas en colère. On y lisait de la tristesse, un poids. « Tu n'aurais pas dû descendre, » dit-il. « Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Luc s'avança. « Alors dites-moi. Est-ce ici qu'Élise est morte ?» Louis ferma les yeux un instant, comme si cette question l'anéantissait. « Je n'ai jamais voulu ça. »« Tu étais avec elle. Tu savais ce qui se passait, » insista Luc. Louis prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Oui, mais ce n'est pas moi qui... » Il n'a pas terminé. « J'ai juste essayé de la protéger. Et j'ai échoué. » Un silence pesant s'installa. Camille pleurait doucement. Luc fixa l'homme du regard, remarquant quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, de la culpabilité. Une profonde culpabilité qui rongeait Louis depuis des années. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit métallique retentit derrière Louis. Une autre personne dans les tunnels. Louis pâlit. « Ils sont arrivés, » murmura-t-il. « Ce n'est pas moi qui suis venu te chercher. » Luc sentit son estomac se nouer. « OMS ?» Louis les regarda avec une terreur véritable. Les véritables propriétaires de tout cela, et ils ne laissent aucun témoin. La lampe torche de Louis s'éteignit, et les ténèbres engloutirent tout. Et puis, les bruits de pas se multiplièrent dans le couloir, multiples, lourds, rapides. La vérité était sur le point d'éclater. Pendant quelques secondes, l'obscurité totale engloutit tout. Impossible de distinguer où le tunnel s'arrêtait et où la panique commençait. Luc n'entendait que des respirations accélérées, la sienne, celle de Camille, celle de Louis, et des pas, beaucoup de pas, qui approchaient. Puis une lumière s'alluma derrière Louis, une lampe torche puissante. Deux autres suivirent. Des silhouettes se dessinaient à quelques mètres, descendant le couloir avec précision et rapidité. Des hommes de grande taille, vêtus de noir, le visage dissimulé par des masques tactiques. Ce n'étaient ni des improvisateurs, ni des amateurs. C'étaient des professionnels, discrets, silencieux, efficaces. Louis leva instinctivement les mains. « Ne tirez pas !» cria-t-il. « Ils ne lâcheront rien, je le sais, mais ils n'en ont pas besoin. » Le chef du groupe l'interrompit d'un geste bref et autoritaire. « Où est l'appareil » demanda-t-il, la voix étouffée par le masque. La question planait dans l'air comme un coup de poignard. « L'appareil » Luc fronça les sourcils. Louis hésita. L'homme fit un autre pas, se rapprochant. « Où est-il, l'appareil » Luc comprit, à la brève lueur dans les yeux de Louis, qu'il savait exactement de quoi il parlait. « Je ne l'ai plus » dit Louis en déglutissant difficilement. « Je n'ai pas pu le récupérer. Elle l'a caché avant de disparaître. » Le chef tourna lentement la tête et désigna Camille du doigt. « C'est elle où elle se trouve ?» Camille recula comme si elle avait reçu une gifle. « Moi ? Non, je ne sais rien, je le jure !» L'homme fit un pas vers elle. Luc s'avança. « Hé, laissez-la tranquille !» L'une des lampes torches était braquée sur la poitrine de Luc, l'aveuglant. Le chef s'approcha jusqu'à se trouver à moins d'1 mètre. « La clé USB, » dit-il. « Maintenant. » Luc sentit son sang se glacer. Il savait. Camille serra son sac à dos contre sa poitrine, là où se trouvait son ordinateur portable et sa clé USB. Les hommes ont vu le geste. Le chef s'avança.
Dans un élan désespéré, Louis leva les bras et se plaça entre le groupe et Camille. « Attendez, elle ne sait rien. Vous n'avez pas besoin de lui faire du mal. » Le chef marqua une pause, analysant Louis pendant un instant. « Tu as échoué, » a-t-il finalement dit. D'un geste brusque, il le plaqua violemment contre le mur. Louis tomba à genoux, à bout de souffle. Les pas se rapprochèrent de Camille. Luc savait qu'il lui restait quelques secondes. Il lui prit la main et murmura rapidement « Corée ». Camille hésita. « Luc, il bloquait la sortie, alors créons-en un autre. » Il éteignit la lampe torche de son téléphone portable et entraîna Camille sur le côté de la pièce, où la carte d'Élise indiquait un passage étroit, presque invisible, servant à la ventilation. Le dirigeant s'en est rendu compte trop tard. « Arrêtez-les » Luc poussa Camille dans l'étroit couloir et se jeta à sa suite. L'espace était si restreint qu'ils durent ramper. Les lampes torches derrière eux éclairaient le tunnel, mais les hommes ne purent s'y engouffrer immédiatement. Ils étaient trop imposants pour cette ouverture. « À leur poursuite » cria le chef. « Par la galerie nord » Luc entendit le bruit de bottes dévalant un autre couloir. Ils allaient tenter de les intercepter à la sortie. « Plus vite, Camille » murmura-t-il. Le passage était suffocant, empli de poussière. Leur cœur battait à la chamade dans la petite pièce. Bientôt, ils atteignirent le bout du tunnel étroit qui débouchait sur une galerie plus large, partiellement éclairée par de fins rayons de lumière provenant du sol. « C'est par ici » indiqua Luc. La carte montre une sortie près des entrepôts. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, ils entendirent des voix résonner de l'autre côté de la galerie. Les hommes étaient déjà arrivés par l'autre route. « Merde » murmura Luc. Camille lui serra le bras fermement. « Luc, une autre issue ?» Il regarda autour de lui. La galerie comportait 3 allées. 1, ce qu'ils allaient venir. 2, ce qui était bloqué par les hommes. 3, et un dernier tunnel plus étroit qui descend. « Celui-là » fit remarquer Luc. « Es-tu sûr ?»« Non, mais c'est notre seule chance. » Ils couraient, le bruit de leurs pas résonnant tandis que le tunnel se rétrécissait, devenait plus humide et s'inclinait. L'air était salé, le sol était devenu sablonneux. Camille s'arrêta, essoufflée. « Oh, ça a l'air de partir en mer. » Luc l'a remarqué aussi. « Oui, j'irai peut-être à la plage. » Derrière eux, des voix résonnèrent à nouveau, plus proches cette fois. « Allons-y !» Ils descendirent jusqu'à ce que le tunnel s'ouvre soudainement sur une crevasse dans la roche, la mer s'écrasant en contrebas, turbulente et violente. Camille pâlit. « Luc, sautez, c'est du suicide. »« Restez, c'est du suicide, » a-t-il répondu. Les voix se rapprochèrent. Ils ont eu une deuxième portion. Camille regarda Luc, complètement terrifié. « Si nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière. » Luc prit une profonde inspiration et lui prit la main. « Élise nous faisait confiance, et moi, je vous fais confiance. » Puis, ensemble, ils ont sauté dans les ténèbres de la mer. 14 ans plus tard, dans une petite galerie d'art nantaise, une photographie fut enfin exposée, l'entrée presque invisible d'un tunnel, éclairé seulement par un rayon de lumière naturelle. La légende disait simplement « La vérité survit ». Camille et Luc contemplèrent l'image côte à côte, désormais libre, mais encore marquée par la maladie. La clé USB, enfin remise aux autorités, avait déclenché des enquêtes qui avaient fait tomber tout un réseau. Louis, vivant sous une nouvelle identité, avait envoyé la photo anonymement. Lorsque les lumières de la galerie s'éteignirent, Camille murmura « Il est toujours en liberté ». Luc a répondu « Et maintenant, nous aussi ». Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également les mystères réalistes et les récits riches en subtilités. Vos impressions sont importantes. Commentez, discutez, mettez en lumière ce qui vous a le plus surpris ou troublé. Chaque lecteur perçoit des détails différents et votre point de vue contribue à perpétuer le souvenir de ce qui s'est passé dans les tunnels, sur les photos oubliées et dans les silences inexpliqués. Relisez les passages marquants, élaborez des théories et invitez d'autres personnes à explorer cette énigme. Les histoires ne survivent que si on s'en souvient, et vous faites désormais partie de cette continuité.